Le concours de la médecine, partie physique, chimie, pour l'année 2023. Donc la partie physique, l'exercice 1, qui est nommé Q15, c'est la diffraction de la lumière. On étudie la diffraction d'un rayonnement laser de longueur d'onde, lambda est égale 405 nanomètres, en utilisant une fonte de longueur A est égale à 40 micromètres et un écran placé à une distance D est égal à 2,5 mètres de la fonte. Donc la question 15, ce rayonnement laser, est-ce qu'il est polychromatique, monochromatique, de couleur dans le domaine de jaune, vert, de couleur dans le domaine du rouge, orange, ou bien invisible? Donc, comme vous le savez, que le rayonnement laser génère une lumière monochromatique, c'est-à-dire constituée par une radiation unique. Donc la réponse, c'est la réponse B. La question 16, la largeur L de la tache centrale sur l'écran est. C'est-à-dire que le rayonnement laser, elle va être interférée sur l'écran pour former une tache lumineuse de diamètre L. Cette partie, c'est L. Ça, c'est L sur 2. Donc, on a, d'après la notion, ou bien d'après l'hypothèse de la diffraction, ça, c'est une relation donnée. Sinus de θ est égal à lambda sur A. Ça, c'est donné. Ça, c'est ce qu'on appelle tabulé. Et l'autre, maintenant, on va passer à les mathématiques. C'est-à-dire, on va trouver une relation avec le diamètre de cette tâche avec l'angle de diffraction. Donc, puisque le A, la fente, elle est tellement très petite, très petite, c'est-à-dire que ce point-là, elle vient ici. Tout simplement, ça, c'est tout simplement, elle est agrandie de cette façon-là. Normalement, la fente, elle est très petite, c'est-à-dire que le rayonnement, elle va sortir d'un point qui se trouve ici. C'est-à-dire que, autrement dit, on aura cette forme-là. C'est θ. Donc, tangente de θ, c'est L sur 2 sur D. Donc, puisque θ, elle est tellement très petite, c'est-à-dire cette ouverture, c'est tellement très petit, donc tangente θ et sinus de θ est égal à peu près à θ. Autrement dit, on a L sur 2D est égal à θ. C'est-à-dire que on va remplacer θ par lambda sur A, on trouve cette relation. La question 17, la longueur de la tâche centrale mesure. Tout simplement, on va citer l'application numérique. On a L est égal à 2 lambda D sur A, donc on va remplacer, sachant que ici on a en nanomètres, il faut le convertir en mètres. Il faut multiplier par 10 moins 9, c'est tout. C'est ça encore micromètres, il faut multiplier par 10 moins 6, et ça marche. Donc on va trouver à peu près L est égal à 5 cm. La radioactivité. L'uranium 238, qui a pour Z égale à 92, est radioactif de nature alpha, de constante radioactive lambda 1. Le noyau fils obtenu est radioactif
de nature bêta-. À partir de l'uranium 238, et après une première désintégration, c'est-à-dire l'intégration alpha, et une deuxième intégration bêta, moins le noyau obtenu de l'uranium A, 234. Donc on a obtenu un uranium, au lieu de 238, c'est 234, radioactif. Donc on veut tout simplement le Z de ce noyau-là, puisqu'on connaît le Z de le noyau qui est père. Maintenant, on veut le Z du noyau fils. Donc tout simplement, c'est une succession de réactions. Donc voici l'uranium primitif, ça. Donc grâce à alpha, donc lorsqu'on dit alpha, c'est l'atome de l'hélium, c'est-à-dire qu'il y a pour Z égale à 2 et pour A est égal à 4. Donc il va nous donner un noyau X qui a Z et A. Donc d'après la loi de Saudi, c'est-à-dire tout simplement, donc 238 est égal à A plus 4 et 92 est égal à Z plus 2. Donc on va trouver que cela nous donne le X, on va connaître qu'il est égal à 234 et 90. Donc c'est facile. Maintenant on va prendre ce noyau-là et on va l'intégrer par intégration bêta-. Donc il va nous donner un Y. Donc d'après la loi de Saudi, c'est-à-dire on a A' plus 0 est égal à A, et Z' moins 1 est égal à Z. Donc on va trouver que elle est égale à 234 et 91. Maintenant, on va prendre le Y, elle va, parce qu'il y a deux intégrations bêta-, deux intégrations. Donc voici la première intégration, la deuxième intégration. On sait que le réactif, après des intégrations bêta-, la deuxième des intégrations bêta- est égale à 234. C'est-à-dire on connaît le A. Donc ça, c'est connu. Donc tout simplement, il faut qu'on cherche le Z seconde. Donc ça, on ne tient pas compte puisque le 234 plus 0, c'est 234. Donc ça ne présente pas de problème. Ici, on a Z' est égal à 91. Donc ici, Z seconde moins 1 est égal à 91, c'est-à-dire que Z seconde est égal à 92. Donc, le noyau cherché, c'est l'uranium 234-92. Donc c'est D. L'uranium 234 qu'on vient de trouver se désintègre par émission alpha pour donner le thorium 230 radioactif de constante radioactive lambda 2 à l'équilibre dite circulaire. Les activités de l'uranium 238 et le thorium 230 sont égales. Leurs demi-vies physiques respectives sont notées T1 demi 1 et T1 demi 2. À cet équilibre, le rapport du nombre de noyaux R, qui est égal au nombre de noyaux de thorium 230 sur le nombre de noyaux de l'uranium 238, est égal à. Donc d'après l'énoncé, ils ont dit que l'activité de l'uranium 238 est égale à l'activité de thorium 230. Donc, on a une constante radioactive de l'uranium 238, elle est nommée lambda 1. Et celle de thorium 230, elle est nommée lambda 2. Donc, on a T1 demi 1 est égal à Ln de 2 sur lambda 1. Et T1 demi 2 est égal à Ln de 2 sur lambda 2. Et on a les activités sont égales. Et on sait que l'activité, ce n'est rien d'autre que le nombre de noyaux Q multiplié par lambda. Donc on a le rapport qu'on veut calculer, c'est ce rapport-là. Donc on a Nt
t est égal à 1, 0, e moins lambda t, et on a a de t est égal à lambda 1 de t. L'activité a de t est égal à lambda 1 de t. C'est-à-dire que l'activité de l'uranium est égale à lambda 1 n, l'uranium 238. Et l'activité de thorium est égale à lambda 2 n, thorium 230, puisque les activités sont égales. Donc, on va tirer le rapport, c'est-à-dire que ce rapport-là, elle est égale à lambda 1 sur lambda 2. Donc, le R, elle est égale à lambda 1 sur lambda 2. La question 20, les demi-vies T1 demi 1, elle est égale à 4,5, 10 à la puissance 9 années. Et T1 demi 2 est à peu près égal à 75 000 années. On donne 75 sur 45 est égal à 1,6. Le rapport R est égal. Donc on vient de trouver que R est égal à lambda 1 sur lambda 2. Et que lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi 1. Et lambda 2 est égal à Ln de 2 sur T1 demi 2. Donc tout simplement le rapport, donc, il va être, donc on va la remplacer ici. Donc lambda 1, on va la remplacer par ce terme-là. Et lambda 2, on va la remplacer par ce terme-là. Donc on va trouver que elle est égale à ce rapport-là. Donc ça, c'est donné par l'énoncé. On va trouver qu'il est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 5. Le thorium 230 est radioactif, alpha. Elle donne du radium 226. Le nombre de noyaux initiaux de thorium 230 est N0. Après un temps T est égal à X, T1 demi. Il ne reste plus que N petit t est égal à 1,0 sur 16 de noyaux thorium actifs. Dans ce cas, le coefficient petit x ici est égal à. Donc, on a par hypothèse que le thorium, elle va donner le radon. C'est-à-dire, on a cette relation-là. Donc, puisque la désintégration, elle est d'origine alpha. Donc, on a N0 de thorium 230. Et on a T est égal à X fois T1 demi. Ce qui reste, c'est N de T est égal à 1,0 sur 16 de thorium 30. Donc, par définition, on a N de T est égal à 1,0 E moins lambda de T. C'est-à-dire que N de T sur 1,0 est égal à E moins lambda de T. Pour T est égal à X T1 demi, on a N de T est égal à 1,0 sur 16. C'est-à-dire que ce rapport-là, lorsque T est égal à X T1 demi, alors N de T est égal à 1,0 sur 16. Donc on va la remplacer ici. On va la remplacer dans cette équation-là. Donc ici, 1,0 sur 16 est égal à 1,0 E moins lambda X T1 demi. Donc on connaît que lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi. Donc on va remplacer lambda par Ln de 2 sur T1 demi. On simplifie T1 demi, elle reste Ln de 2 fois X. Donc, ça c'est la relation puisqu'on connaît ça. Donc on aura donc ici, lorsqu'on va diviser par 1,0, il reste 1 sur 16 est égal à E, l'exponentielle de moins Ln de 2 à la puissance X. Donc l'exponentielle de moins Ln de 2, c'est 1 sur l'exponentielle de Ln de 2. Donc le Ln et la fonction exponentielle sont deux fonctions, l'une réciproque de l'autre. C'est-à-dire on sait que f
rond F moins 1 est égal à F moins 1 rond F. Autrement dit, donc c'est F rond F moins 1 d'un X est égal à X. De la même chose, F moins 1 rond F du X est égal à X. C'est-à-dire que E ln de 2, c'est 2. Donc ici, on aura donc 1 demi à la puissance x, c'est-à-dire c'est 1 sur 2x. Donc on aura donc ici 1 sur c, c'est 2 à la puissance 4. Donc on aura donc 2 à la puissance x est égal à 2 à la puissance 4. Donc on tire que le x il est égal à 4. À partir de l'uranium 238, après x désintégration alpha et y désintégration bêta moins, donc le noyau obtenu sur le plan 206, qui a pour z égale à 82, mais elle est stable, c'est pas radioactif. Donc on veut trouver le x et le y. Donc on a l'uranium, elle va donner le plan par une intégration x alpha et une intégration y bêta moins. Donc d'après la loi de Soddy, on a 238 est égal à 206 plus 4x plus 0y. Et on a 82 est égal à 82 plus 2x moins y. Donc à partir de la première équation, on tire le x, puis on va la remplacer ici pour trouver le y. On va trouver que x égale à 8, y est égal à 6. Maintenant, la partie mécanique. Au temps t égale à 0, on lance vers le haut une petite boule B à la vitesse initiale V0 est égal à 8 mètres par seconde. La boule B monte verticalement pour atteindre le point le plus haut, situé à H, la hauteur maximale, puis retombe vers le sol, donné. Donc, il n'y a pas de frottement et on donne G est égal à 10 mètres par seconde carré. Donc, le temps TH en secondes mis par B pour atteindre le point H, c'est-à-dire la hauteur maximale. Dire la hauteur maximale, c'est-à-dire que la vitesse au point H, elle s'annule. Donc, quel est le temps TH? Donc, il y a plusieurs méthodes. Donc, on va utiliser tout simplement la méthode de la variation de l'énergie cinétique entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc on a delta EC entre A et B est égal au travail des forces extérieures. Donc puisque les frottements sont négligeables, il reste tout simplement le poids. Donc le travail ici, c'est résistance, donc est égal à moins mg fois h. Et lorsqu'elle va arriver au point de hauteur maximale h, c'est-à-dire en ce point H, donc la vitesse, elle s'annule. Il reste tout simplement moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgh. Donc h est égal à va au carré sur 2g. FVA, ce n'est rien d'autre que la vitesse initiale. On a donc le h, d'une part, elle est égale à, donc le h d'après cette équation-là, donc est égal à va au carré sur 2g. Et le A, c'est V0, c'est-à-dire V0 au carré sur 2G. Et de plus, il y a une chute libre. Donc la chute libre va donner H est égal à 1 demi GT au carré. C'est un mouvement uniformément varié. C'est-à-dire on a ces deux expressions-là. Donc à partir de ça, on peut tirer le T. Donc T au carré, c'est tout simplement
V0 au carré sur G au carré. C'est-à-dire que T est égal à V0 sur G. Donc est égal à 8 sur 10, est égal à 0,8 secondes. Le point H se trouve à la hauteur H égale. Donc ça, tout simplement, c'est une application numérique. On a déjà le H. Donc tout simplement, on va le remplacer. On va trouver qu'il est égal à 3,2 mètres. On peut, ou bien on peut le calculer en utilisant cette relation-là. 1 demi gt au carré, sachant que t est égal à 0,8. Donc c'est la même chose. Soit on travaille avec cette relation-là, ou bien avec cette relation-là, on va trouver la même valeur ici, 3,2 mètres. Encore S1 est lâché à t égale à 0 d'une hauteur h par rapport au sol à la vitesse v égale à 0. Après 2 secondes, un deuxième corps S2 est lâché dans les mêmes conditions que le premier, du même endroit et sans vitesse initiale. Donc le premier, elle est lancée à la vitesse V0 et après 2 secondes, on lâche un deuxième corps. Donc 4 secondes après lâchage de S1, la distance qui sépare le corps S1 du corps S2. Donc on a à l'instant t égale à 0, on a lâché S1 avec une vitesse égale à 0. Après 2 secondes, on a lâché S2 avec une vitesse 0. Après 4 secondes du lâchage de S1, on veut calculer la distance S1, S2. Donc on a la distance, ça c'est la distance de S1. Donc la distance de S1, c'est H est égal à moins 1,5 GT1 au carré. Et pour le H, donc puisqu'on lâche de même endroit, à partir du sol, on lâche, ça c'est S1. Donc S1, il parcourt la distance H est égale à moins 1,5 GT1 au carré. Et ça c'est la distance parcourue par le S2, à partir du même endroit, est égal à moins 1,5 GT2 au carré. Donc ce qu'on veut c'est D, c'est la distance H moins petit h. Donc c'est cette partie. Donc ds1, s2 est égal à la valeur absolue de h moins grand h, qui est égal à 1,5 g t1 au carré moins t2 au carré. Donc on a t2 est égal à 2 secondes. Et t1 est égal à 4 secondes. Donc on va remplacer t1 par 4 secondes et t2 par 2 secondes. Donc on va trouver que la distance est égale à 60 mètres. Donc ça, c'est simplement une application numérique. Maintenant, c'est la partie électricité. On considère une bobine de caractéristiques L égale à 42,2 millihenry et R est égal à 8,5 ohms. La tension UL au bord de la bobine lorsqu'elle est traversée par un courant électrique d'intensité petit i est égal à 1,2 ampère.
Donc ça, c'est la définition. Donc la tension au bord de la bobine, elle est donnée par cette relation-là. On a I de T est égal à 1,2 ampères, c'est-à-dire c'est constante. Donc s'il est constante, donc la dérivée elle est égale à 0. Donc autrement dit, UL, elle reste tout simplement égale à R fois I. Donc elle est égale à 8,5 fois 1,2 qui est égal à 10,2 volts. La tension UL au bord de la bobine AT égale à 0 lorsque la bobine est traversée par un courant électrique variable qui est égal à 1,5 moins 200 T. Donc là, maintenant, le courant il est variable, c'est pas constant. Ici, le courant il est constant. Maintenant, le courant il est variable. Donc on a toujours la même expression, mais avec I de T est égal à 1,5 moins 200 T. Donc lorsqu'on va dériver, on va trouver qu'il est égal à moins 200. Donc on va la remplacer ici. On va trouver que UL de T est égal à moins 200 L plus R. I de T, on va la remplacer par son expression. C'est ça. Donc ce qu'on veut, c'est UL, mais à l'instant T égale à 0. Donc lorsque on va remplacer ici T par 0, on aura donc UL à T est égal à 0. Elle est égale à moins 200 L plus 1,5 fois R, puisque T égale à 0. Donc tout simplement, si c'est une application numérique, on va trouver qu'il est égal à 4,3 volts. La question 28, la tension UL s'annule à l'instant T1. Donc on veut maintenant chercher le temps au bout desquels, donc on va chercher maintenant le temps au bout duquel la tension au bord de la bobine, elle s'annule. Donc on a cette expression-là. Donc ça c'est, puisque le courant il est variable, donc ça, on a trouvé l'expression ici. Donc on a cette expression-là, donc on veut donner UL la valeur 0. Pour trouver le T. Donc ça égale à 0, ça entraîne ça égale à 0. Donc c'est simplement, on va faire des calculs, on va trouver que elle à peu près est égale à 2,5 millisecondes. La partie chimie. Au cours d'une transformation chimique, on observe que la vitesse de la réaction, est-ce qu'elle va augmenter, diminuer, reste constante, devient minimale, ou bien diminue si la température augmente. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cinétique. Donc, puisque V est égal à moins, puisque V est égal à moins dérivée de la concentration du réactif sur dt qui est égale à la dérivée de la concentration du produit sur dt. Ça c'est moins, ça c'est plus. Donc la vitesse diminue au fur et à mesure que l'avancement augmente. Et ceci est dû à la diminution de la quantité de réactif dans le milieu réactionnel. C'est-à-dire que V, elle est diminue au cours du temps. Autrement dit, donc c'est la réponse D qui est la réponse juste. Le temps de demi-réaction est, c'est-à-dire que signifie le temps de demi-réaction? Est-ce que c'est la durée au bout de laquelle l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale, la moitié de la durée pour laquelle disparaît la moitié de la quantité de réactif limitant,
la moitié de la durée totale de la transformation, d'autant plus grand que la concentration initiale des réactifs est grande, indépendant de la concentration initiale des réactifs. Donc ça, c'est la définition, c'est tout. Donc le temps de demi-réaction correspondant à la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a disparu. Sa quantité de matière a été divisée par 2. Donc le T1,5 est la moitié de la durée pour laquelle disparaît la moitié de la quantité du réactif limitant. Donc ça, c'est la réponse B. Avant l'équivalence, la base forte est le réactif limitant, car avant l'équivalence, on a l'acide qui est dominant et la base forte, il est limitant, parce que on n'a pas encore arrivé à l'équivalence. Lorsqu'on va arriver à l'équivalence, on aura donc ce point-là d'équivalence, on aura CA VA est égal à CB VB. Et après l'équivalence, on aura le CA VA inférieur à CB VB. Maintenant, avant l'équivalence, on aura CB VB inférieur à CA VA. C'est-à-dire que le réactif limitant, c'est la base forte. Le pH d'une solution d'hydroxyde de sodium est 0,1 mol par litre. Ça, c'est M, c'est mol par litre. À 25 degrés C, et on a un AOH, c'est une base forte. Il se dissocie complètement selon cette réaction. On a le produit KE. À T égale à 25 degrés C est égal à 10-14, qui est égal à la concentration de OH- pour la concentration de H3O+. Donc la concentration de H3O+, est égale à 10-14 sur OH-. Donc on a ça, c'est 10-14, et ça, c'est 0,1 mol par litre. Donc on calcule la concentration de H3O+, et le pH, on sait qu'il est égal à moins ln de la concentration de H3O+, c'est-à-dire moins ln de ce terme-là. Donc on va trouver qu'il est égal à 13. L'exercice 1. On souhaite vérifier l'indication de l'étiquette d'un produit pharmaceutique en solution dont le principe actif est polyvidone iodé à 10%. L'équation de la réaction du titrage est... Ça c'est plus, ça c'est plus, ça c'est moins. Donc on prépare une solution S1 par dilution d'un facteur 10 de solution commerciale de concentration C0. On dose 10 ml de la solution S1 par une solution S2 de thiosulfate de sodium de concentration C2 égale 0,01 mol par litre. Le volume versé à l'équivalence est VE égale à 8 ml. Donc donné, il donne la masse molaire de polyvidone iodé, et une molécule de polyvidone iodé libère une molécule de diiode. Donc parmi les couples oxydants réducteurs impliqués, on trouve. Donc on a l'équation globale, c'est l'équation proposée. Cette équation-là, elle a été établie en faisant appel à deux demi-équations redox. On a la demi-équation I2 plus 2 électrons dont 2 I-, et la demi-équation de S2O3 de plus dont S4O6 de plus 2 électrons. On a ainsi deux couples redox. On a le couple I2 sur I- et S4
O6 de plus sur S2O3 de plus. Donc parmi les réponses proposées, on trouve que le couple I2 sur I- qui répond à la question. Puisque ça, c'est mal écrit, je crois que c'est S4O6 plus. C'est pas de plus. Sur S2O3 d'au moins. Donc ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec cette expression-là. Ça n'a rien à voir avec cette expression-là. Ça n'a rien à voir avec cette expression-là. Et ça n'a rien. Donc ça, c'est autre chose. Ça, c'est le potentiel. Donc, seul, puisqu'ils veulent le couple, donc le couple, c'est D. Donc la réponse, c'est D. La concentration Ca, on dit I iode de la solution commerciale est 2. Donc on a une I sur 1, d'après cette équation-là. Donc le nombre de l'iode sur 1, ça c'est le nombre de S2O3 sur 2. Puisqu'ici, c'est ce qu'on appelle les coefficients ça ce sont les coefficients stéréométriques. Le 1, le 2 et le 1 sont les coefficients donc le 1, le 2 et le 1 sont les coefficients stéréométriques. Donc on a NI sur 1 est égal à NF sur 2. C'est-à-dire que NI est égal à NF sur 2. C'est-à-dire que CI, VI est égal à CF, VF sur 2. C'est le principe de la dilution. On a CI, elle est égale à C0 sur 10. Ça, c'est l'hypothèse. On a VI est égal à 10 millilitres. On a VF est égal à VE est égal à 8 millilitres. Ça, ce sont les données. Ça, c'est 10. Ça, c'est 8. Donc, on aura donc C0 sur 10 fois 10 est égal à 0,01. 8 sur 2. Donc, C0, on va trouver qu'il est égal à 4 fois 0,01 qui est égal à 0,04 mol par litre. Donc la concentration initiale, c'est 0,04 mol par litre. Le pourcentage de polyvédone iodé dans la solution commerciale A. Donc on a C, puisque ça c'est le calcul ici, a été fait sur la base de cette notion-là. C'est-à-dire que on a 10%, c'est-à-dire le 10%, ici, on prépare une solution, c'est-à-dire on a une solution S1 qu'on a diluée pour trouver la solution commerciale C0. On dose 10 millilitres. C'est-à-dire que on a le CI est égal à C0 sur 10. Donc le CI sur C0, c'est 1 sur 10. Et 1 sur 10, c'est 10%. Donc, c'est 10% ici. L'exercice 2, pour étudier une pile nickel-cobalt, on prolonge un électrode de nickel dans un bichère contenant une solution de chlorure de nickel.
et une électrode de cobalt dans un autre beaker contenant une solution de chlorure de cobalt. Un pont de chlorure de potassium permet le contact électrique entre les deux solutions. On montre en série avec la pile un interrupteur, une résistance et un ampèremètre. L'ampèremètre, c'est toujours elle est branchée en série, contrairement au voltmètre qui est branché en parallèle, ou bien en dérivation. Donc l'équation de la réaction chimique modélise la transformation qui a lieu. Et donc, il y a une réaction chimique à travers le pont. Donc, la transformation chimique, il est modélisée par cette équation-là. Donc, données, donc ça ce sont les données, donc la solution de chlorure de nickel et de chlorure de cobalt ont la même concentration initiale, C égale à 10 moins 2 moles par litre. La constante d'équilibre de la réaction, c'est K est égal à 34. Donc, la borne positive de cette pile est constituée par l'électrode de cobalt, ou bien du nickel, ou bien la solution de chlorure de nickel, ou bien la solution de chlorure de cobalt, ou bien la solution de chlorure de potassium. Donc, d'après l'équation, d'après cette équation-là, puisqu'on a cette équation-là, c'est l'équation globale, elle est formée à partir des demi-équations redox. C'est-à-dire, ça c'est la demi-équation, ça c'est une demi-équation. Donc ça, c'est la demi-équation au borne de ce borne-là, et ça c'est la demi-équation au borne de cette partie-là. Et on a, par hypothèse, que la concentration de NiCl2 0 est égale à CoCl2 0 est égal à 10 moins 2. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, on a cette réaction-là. Donc, l'oxydant fort et l'électrode de nickel. Donc, ce qui commande cette réaction, c'est le nickel ici. C'est l'oxydant fort qui est, donc l'oxydant fort et l'électrode de nickel, car le couple Ni aqueux sur Ni solide, il est supérieur au couple C2 plus aqueux sur CO solide. Donc l'électrode qui va être la borne positive, c'est le nickel, c'est pas le cobalt. Donc on voit ici que ça c'est l'équation d'oxydation, ça c'est l'équation de réduction. Donc l'oxydant le plus fort c'est le Ne de plus. Et le réducteur le plus fort c'est CO. Donc ça c'est l'oxydant le plus fort, c'est lui qui va diriger cette équation-là. C'est-à-dire que c'est lui qui... Donc le passage va passer par ici. Donc le courant, il passe par ce point. Ça, c'est la borne positive. Donc ça, c'est l'anode, ça, c'est la cathode. Donc ça, c'est anode, ça, c'est cathode. Au cours de cette transformation chimique, on a une augmentation de la masse de l'électrode de cobalt, la masse de l'électrode du nickel, la concentration des ions chlorure, la concentration des ions nickel, la concentration des ions potassium. Donc, le passage du courant de l'électrode du nickel, puisque ça c'est l'anode, vers l'électrode de cobalt se traduit par une augmentation de la masse de l'électrode du nickel en comparaison avec celle du cobalt. C'est-à-dire que la réponse c'est B. Dans un ballon, l'exercice numéro 3, dans un ballon de 250 millilitres,
on introduit 1,50 mol d'acide diméthyl 2,3 butanoïque. On a introduit 1,5 mol de méthyl 3 butanol 2 et quelques gouttes d'une solution d'acide sulfurique concentré. Puis on chope le mélange réactionnel à reflux pendant 1 heure. L'équation chimique associée à cette transformation est la suivante. Donc on a un acide carboxylique, puisque le mot wick, ça c'est pour les acides. Et les mots ol, ça c'est pour les alcools. Donc on a un acide plus un alcool, elle va donner un ester, ça c'est un ester plus de l'eau. La constante d'équilibre de cette réaction est K égale à 4. Donc, la formule semi-développée de l'alcool. donc, on veut la formule semi-développée de l'alcool. Donc, lorsqu'on dit alcool, il faut chercher la fonction ol, c'est-à-dire c'est la fonction OH. Donc, on voit ici la fonction OH, 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 OH. Donc, tout ça, ce sont des alcools. Mais qui est l'alcool qui vérifie cette non-monoclature? Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est une non-monoclature. C'est le nom. Donc, on a ici, on a le butane. Donc, le butane, c'est-à-dire on a 4 carbones. Donc, on a 4 carbones. Dans le carbone 3, elle est branchée à un méthyle. Et dans le carbone 2, il y a la fonction OH. Donc, la non-monoclature, c'est ça. Donc, OH est positionné en carbone 2 et le CH3 est positionné dans le carbone 3. Donc, il faut d'abord désigner la chaîne la plus longue, c'est-à-dire où il y a 4 carbones. Donc, voici la chaîne la plus longue. Donc, on a ça, donc ça, c'est la chaîne la plus longue. Donc, ça, donc puisqu'il y a 4 carbones. Donc, la nomination, ça se fait, c'est pas arbitraire. Il faut nommer les carbones de telle façon à attribuer au carbone qui porte la fonction alcool le numéro le plus bas. On ne peut pas numéroter à partir de la gauche. C'est-à-dire, si on numérote à partir de la gauche, on va avoir 1, 2, 3. Mais si on numérote à partir de la droite, on va avoir 1, 2. Donc ici, le carbone, ici, la fonction OH, elle est positionnée au carbone 2. Et le méthyle, il est positionné en carbone 3. Donc ça, en comparaison avec les écritures proposées, on voit que c'est qui répond à cette question. Là maintenant, on veut la formule semi-développée de l'acide carboxylique. Donc lorsqu'on dit acide, il faut chercher la fonction COOH. Il faut chercher cette fonction-là, COH. Ça, c'est COOH. Ça, c'est la fonction acide. Donc il faut chercher cette fonction-là. Donc on voit que cette fonction, elle figure ici, elle figure ici, elle figure ici, elle figure ici, elle figure ici. Donc ça, ce sont des acides carboxyliques. Donc, mais quel est l'acide carboxylique qui vérifie acide 2,3 diméthylbutanoïque? C'est-à-dire que la fonction COOH, ou bien COOH, elle est positionnée en 1. Lorsqu'on n'écrit pas de numéro, ça signifie que 1. Ça, c'est 1. Donc, c'est-à-dire que cette fonction-là, elle est positionnée dans le carbone 1. De quoi? De butane. Donc, il faut 4 atomes. Et on a 2 radicaux. Méthyle, l'un positionné dans le carbone 2 et l'autre positionné dans le carbone 3. Donc d'abord, il faut désigner la chaîne la plus longue. Donc, où il y a 4
carbone, puisqu'on a ici butane, but. Donc, on va désigner le carbone le plus long. Puis, maintenant, c'est la fonction acide, elle est en position 1. Et on a deux méthyles, l'un positionné en 2 et l'autre positionné en 3. Donc, voici l'acide carboxylique. Maintenant, il faut la comparer avec ce qui était donné. Donc, on voit que le A, elle est conforme à ce produit-là. Donc, la réponse, donc l'acide carboxylique, c'est le A. La formule semi-développée de produit X obtenu A. Donc, on a alcool plus acide. Elle donne X. X, c'est ce qu'on appelle l'ester. Ça, c'est un ester. Plus de l'eau. On a trouvé la formule semi-développée de l'alcool. On a trouvé la formule semi-développée de l'acide. Donc maintenant, on sait mettre l'un à côté de l'autre. Donc on a déjà trouvé la représentation semi-développée de l'alcool et de l'acide. Voici l'alcool, voici l'acide. Donc il faut tout simplement enlever de l'eau. Et ce qui reste, c'est l'ester. Donc le processus, ça se fait de cette façon-là. On enlève le OH de l'alcool avec un H de l'acide. Donc lorsqu'on va enlever ça, donc on va garder cette formule semi-développée de l'acide et on va accrocher au point O le carbone CH. Donc ça, il vient ici. Et on a ce corps-là, ça s'appelle l'ester. Ça, c'est l'ester. Donc ça, c'est le X. Donc ça, c'est le X. Donc ça, c'est le X. Donc la formule semi-développée de produit X A. Donc c'est ça, le X. Donc en comparaison de cette formule semi-développée avec les formules proposées, on voit que le D qui est compatible avec le X. La nomenclature chimique du produit X obtenu. Donc maintenant, il faut chercher le nom de ce composé. Donc maintenant, on cherche la nomenclature chimique du produit X obtenu. Donc, quel est le nom que porte ce schéma semi-développé? Donc, on a ici, donc il faut désigner d'abord la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue, elle est formée par des 4 carbones, puisqu'on a ici butane, buta. Donc ça, il faut chercher d'abord la chaîne la plus longue. Donc voici la chaîne la plus longue. Donc lorsqu'on va désigner la chaîne la plus longue, on voit que le méthyle il est positionné en 2 et en 3. Donc on a le 2 et le 3. Donc la partie encadrée en bleu, ça c'est 2, 3, diméthyl butane watt. C'est pas butane wick, mais c'est butane watt. Ça s'appelle 2, 3, diméthyl butane watt. Ça, c'est ce qui est en bleu. De quoi? De cette partie-là. Donc, de cette partie-là, on voit quoi? Il y a un méthyle positionné en 3. Et la partie watt, elle est positionnée en 2. Donc, l'écriture qui répond à ce genre de nomenclature, c'est le C.
on a diméthyl de 3, diméthyl de 3, butanoate, c'est ça, de 2, 3 méthyl, de 3 méthyl, butane, de 3 méthyl, but 2, ça c'est but 2. Huile, on ajoute le YLE. Donc voici, donc c'est X. Donc ça c'est le X. Donc voici la réponse. Donc c'est le C. Le taux d'avancement final de cette réaction est. Donc on a ici racine de K, si XF sur X0 moins XF. Et K égale à 4. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc on va trouver que le XF il est égal à 1 mol. Donc le rendement, c'est XF sur X0. Et X0 est égal à 1,5. Ça, c'est l'hypothèse. Donc on a 1 sur 1,5, ça nous donne 66% ou bien 0,66. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.